Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour une nouvelle journée, on va commencer par là, de Smart Tech, l'émission qui est dédiée au nouveau monde de l'innovation et du numérique. On va commencer avec la découverte d'un nouveau câble transatlantique. Vous savez qu'ils sont absolument stratégiques puisqu'ils permettent de déverser les flux d'Internet d'un côté et de l'autre des continents. Aujourd'hui, il y a un nouveau câble qui vient d'être installé, il est opérationnel exactement depuis le mois de juin. Il va permettre de nouvelles connexions entre l'Amérique latine et l'Europe. On en parle dans l'interview avec Thomas Lanaute, directeur commercial Europe de BSO. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser au Black Friday. Ça arrive, c'est vendredi. Alors vous allez me dire, mais c'est pas déjà passé le Black Friday? Oui, ça a déjà commencé la semaine dernière. On a pris de l'avance du côté des e-commerçants, sans doute en prévision d'un risque de pénurie. Alors ça, ce sera évidemment le débat qui aura lieu dans Smart Tech aujourd'hui. Comment les e-commerçants s'organisent face à la pénurie en ces périodes de Black Friday et très bientôt de Noël. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le coach Startup. Et enfin, on conclura Smart Tech avec une projection sur demain des innovations qui s'intéressent à la religion, avec des robots et des IA qui s'invitent de plus en plus dans les lieux de culte. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview, on va parler donc câbles sous-marins au cœur de la finance. Alors jusqu'à présent, les entreprises européennes, asiatiques qui souhaitaient négocier sur les marchés brésiliens, eh bien, elles devaient emprunter une voie qui transitait par les États-Unis. Il y a donc une nouvelle route sous-marine qui est constituée de fibres optiques qui connecte désormais le Brésil et l'Europe. C'est le sujet de l'interview avec vous, Thomas Fort. Bonjour. Thomas Lanaute, pardon. Bonjour Delphine. Alors vous êtes le directeur commercial Europe de BSO. C'est un fournisseur de solutions d'infrastructures informatiques pour les grandes institutions financières dans le monde. Précisément, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un opérateur de cloud, opérateur tout court? Alors écoutez, BSO est une société française fondée en 2004 par 3 ingénieurs. Nous sommes aujourd'hui 160 personnes dans le monde à travers 11 bureaux commerciaux. Notre métier, on est fournisseur de solutions d'infrastructure haute disponibilité pour business et applications critiques. C'est-à-dire que... Haute disponibilité, c'est-à-dire? Alors, la haute disponibilité, c'est effectivement la stabilité et la résilience et la diversité dans les solutions qu'on va pouvoir proposer, sachant qu'on vise le temps de disponibilité maximum de nos solutions. En clair, nos services ne doivent jamais tomber. Bon, et donc pour ça, vous allez désormais proposer à vos clients d'emprunter une nouvelle route grâce à un nouveau câble transatlantique. Expliquez-nous comment ça s'est construit ce projet, parce qu'un câble transatlantique, il faut avoir les moyens d'un opérateur national ou d'un Google ou d'un Facebook aujourd'hui. Alors oui, effectivement, il y a une sorte de mainmise par les GAFAM sur ces câbles transatlantiques. On estime qu'il y a 10 ans, les GAFAM détenaient 5% de la bande passante. Aujourd'hui, on estime peut-être à 50% et on pense que d'ici 3 à 5 ans, les GAFAM auront 90% de la capacité en bande passante. C'est pour ça qu'il y a d'autres projets qui se créent pour tenter d'autres gouvernances de l'Internet mondial. Et c'est à travers ça que le projet Elalink a été créé. Ça a été... Alors, qui finance, qui est derrière le financement de ce câble et la ligne alternative donc au câble des GAFAM? Alors, tous ceux qui ont un intérêt à la création de ce type de câble pour désenclaver un peu des régions comme l'Amérique latine, à la base, il y avait un projet BELA qui était censé favoriser la recherche et l'échange entre universités et centres de recherche. Donc, le câble et la ligne qui a été financé par la Commission européenne et essentiellement les gouvernements d'Amérique latine. Il y a 3 applications principales à ce câble. C'est effectivement de créer de nouvelles routes pour le trafic Internet mondial, puisqu'on le sait aujourd'hui, 70% du trafic Internet mondial passe par les États-Unis. Donc là, on va avoir un chemin Brésil-Portugal, c'est ça? Exactement. Direct? Exactement. Et c'est là que pour la finance de marché, qui est une sorte de mal nécessaire, puisque ça favorise le flux de liquidités dans le monde, donc il y a un véritable intérêt, puisque c'est une nouvelle route donc de 100 terabits donc de capacité, qui a coûté donc 150 millions de dollars pour être créée. L'avantage de ce câble, c'est qu'on réduit la latence
de moitié, c'est-à-dire qu'il va falloir 60 millisecondes aller-retour pour relier le Brésil à l'Europe, alors qu'avant, quand on passait par les États-Unis, il fallait plus de 120 millisecondes. Est-ce que c'est juste le fait d'avoir une connexion directe, j'allais dire, donc sans escale par les États-Unis, ou est-ce que c'est le fait d'une nouvelle génération de fibres optiques? Alors, c'est une très bonne question. En fait, le temps de latence d'une fibre optique dépend uniquement de la distance du câble. Donc, c'est vrai qu'avant, il y a beaucoup de câbles aujourd'hui qui existent, qui relient l'Amérique latine aux États-Unis et ensuite par l'Europe. Donc on est obligé de passer par un hub principal qui est Miami, ensuite New York, et ensuite on va utiliser les 15-20 câbles transatlantiques qui relient essentiellement le nord des États-Unis avec l'Europe. Donc là, on va vraiment avoir un gain de latence. Donc pour les opérateurs financiers, c'est très intéressant puisqu'ils vont pouvoir... Alors oui, alors c'est ce que j'allais dire. Le principal intérêt sur les marchés financiers, c'est la vitesse? Alors, oui, c'est la vitesse. Aujourd'hui, nous, c'est notre spécialité chez BSO, puisqu'on a construit 12 des routes de trading les plus rapides pour connecter l'ensemble des hubs financiers principaux, partout dans le monde, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et notamment en fonction de la classe d'actifs qui est traitée, la latence est un élément clé. Donc, pour revenir sur l'intérêt pour Elalink, c'est-à-dire que des opérateurs financiers qui sont des banques, qui sont des traders et qui sont surtout parfois des trading haute fréquence, des traders haute fréquence, la vitesse est clé parce que leurs algorithmes de trading vont être plus ou moins efficaces en fonction de la latence aller-retour pour aller taper un marché, mais c'est-à-dire pour aller apporter de la liquidité et exécuter des transactions financières. Donc, très clairement, nous... Ça se joue à... Quelle est l'échelle de temps? Ça se joue à la milliseconde. Et à la milliseconde, on peut perdre en rentabilité sur une activité de négociation? Ah oui, complètement, oui. En fait, vous avez aujourd'hui des acteurs qui vraiment qui ont une capacité de développer des algorithmes qui sont extrêmement sensibles à la milliseconde. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs se livrent à une course qu'on appelle The Race to Zero. Zero étant la latence. Voilà, donc il y a vraiment tout un tas de composants. Et la fibre optique est un des composants essentiels, puisque c'est ça qui parcourt le plus de distance, si vous voulez. Donc oui, les acteurs sont très sensibles à la latence. Et donc ce que ça va générer pour... donc là, on a fait un partenariat avec B3, qui est la bourse, Borsa Brasil. Donc les opérateurs qui traitent sur les bourses européennes, essentiellement et asiatiques, vont pouvoir générer des stratégies de trading entre ces places de marché et le Brésil, avec des latences réduites. Donc, certainement, vont améliorer la capacité et la rentabilité de leur modèle. Et surtout, ce qui est intéressant pour l'Amérique latine, c'est que ça va apporter un flux de liquidités supplémentaires sur leur marché. Donc, mécaniquement... Donc, c'est aussi un argument de développement pour l'économie locale? Exactement. Et c'est vrai qu'un câble sous-marin, on l'oublie souvent, mais c'est quelque chose qui participe à l'attractivité des territoires. Et notamment dans le cadre du Brésil, en fait, un câble sous-marin, vous avez donc des landing stations, donc des stations d'atterrissage, comme on les appelle. Et au Brésil, dans le cadre de ce projet, il y a un data center assez important, très important d'ailleurs, qui est en train d'être créé pour favoriser un pôle technologique et favoriser la transformation digitale de cette région également. Donc il va y avoir de nombreuses sociétés qui vont se créer, beaucoup de contenu qui va être créé, et quelque part, ça va désenclaver un petit peu ce que l'on a aujourd'hui sur le marché, à savoir que l'essentiel des contenus et de la data est présente sur le territoire américain. Il faut quand même préciser que ce nouveau câble transatlantique n'est pas réservé au marché financier. Alors, ça va pouvoir transporter tous les flux d'Internet possibles. Ça dépend de qui, alors, ce qui va transiter par ce câble qui relie désormais l'Amérique latine à l'Europe? Écoutez, ça dépend des acteurs qui veulent l'utiliser. Et c'est vrai qu'à la base de ce câble Elalink, il y avait vraiment une volonté de coopération et de partage, notamment pour la science. C'est-à-dire qu'il est prévu de réserver de la capacité importante sur ce câble pour permettre à des universités, des centres de recherche, notamment le CERN en Europe et son équivalent au LATAM, de pouvoir échanger des données de manière beaucoup plus privée, c'est-à-dire sans passer par des assets, des actifs de câbles sous-marins qui appartiennent à des intérêts privés. Donc voilà, donc ça va vraiment favoriser l'échange de données. Parce que ce que vous nous dites, c'est que derrière les câbles sous-marins, il y a une question de contrôle sur les flux. Oui,
complètement. Quand même une régulation aujourd'hui internationale. Eh bien, justement, il n'y a pas forcément de régulation sur ce monde qui est un petit peu sauvage. Donc, il y a des enjeux géopolitiques. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme je le disais, 70% du trafic Internet passe par les États-Unis. Les GAFAM produisent l'essentiel du contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit toutes les données qui sont contenues dans le cloud. Et si on se rappelle que les États-Unis sont soumis au Cloud Act, c'est-à-dire que les États-Unis, potentiellement, peuvent accéder à toutes les données européennes, américaines et asiatiques qui sont présentes sur le cloud. Donc effectivement, il y a un enjeu géopolitique qui est les câbles peut-être sous-marins. un enjeu aussi de neutralité du net, puisque quand on est fournisseur de contenu et qu'en même temps on détient le tuyau qui fait passer le contenu, ça peut éventuellement poser des questions. Quels sont les premiers... Je disais que c'était une mise en service qui a eu lieu en juin 2021, donc c'est récent, mais enfin on peut peut-être quand même parler de premiers résultats. Écoutez, oui, les résultats sur effectivement le niveau d'attractivité des bourses, on a de plus en plus de clients pour lesquels on commence à construire des solutions télécom pour améliorer le trading. Ça, c'est vraiment notre métier. Donc nous, on ne voit que cet aspect-là de ce marché. Eh ben, merci beaucoup Thomas Lanaute de nous avoir ouvert les yeux sur la naissance de ce nouveau câble qui relie donc désormais l'Amérique latine directement à l'Europe sans passer par les États-Unis. Allez, dans Smart Tech, on enchaîne, on va parler du Black Friday dans un contexte de pénurie mondiale. Alors, ce Black Friday est annoncé pour ce vendredi, mais déjà depuis lundi, c'est la semaine du Black Friday. Et puis, en fait, déjà la semaine dernière, on était en prévision du Black Friday, déjà dans les promos sur beaucoup de sites marchands. Le contexte, on connaît, de pénurie mondiale sur les composants. Quel est l'impact de cette pénurie sur ce Black Friday 2021? Et est-ce qu'on peut craindre un Noël avec des difficultés d'approvisionnement? On en parle donc avec Brice Faure, qui est directeur général d'Anaplan. C'est une plateforme de planification pour la gestion et la prise de décision dans l'entreprise, particulièrement dédiée au métier de la finance et des ressources humaines. Et on en parle également avec Thomas Isnard, fondateur et dirigeant d'Apollo Plus, une solution de prédiction des ventes et d'aide à la décision basée sur l'intelligence artificielle. Alors, première question, et on peut peut-être rappeler, j'ai rappelé le contexte, mais on peut peut-être rappeler les causes principales de cette pénurie mondiale. La pénurie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réalité et on a basculé en peu de temps d'un monde d'opulence, d'abondance, de baisse des prix, tout était disponible, de variabilisation des capacités de production, à un monde de rareté, de pénurie. Donc il n'y a pas, ou il n'y a plus, où il faudra attendre un certain temps sans certitude pour savoir quand il y aura à nouveau certaines choses. Et donc on passe d'un monde d'abondance à un monde de pénurie, à un monde plutôt de déflation, de baisse des prix, d'accessibilité, à un monde d'inflation, de façon exceptionnelle, brutale et inattendue. Ça s'explique par le fort mouvement de compression qu'il y a eu de l'arrêt de l'économie lié au Covid, et puis ensuite un phénomène de détente complètement fou lié au changement de consommation, au télétravail, à beaucoup de choses qui sont mises en place, lié aussi à l'argent public, lié à toutes les mesures de préservation du pouvoir d'achat qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'épargne, et tout ça aboutit à un gros coup de frein et ensuite une grande extension. Un exemple, elle est globale la pénurie, mais sur les microprocesseurs, c'est un marché de 440 milliards de dollars par an, plus 20%, entre 20 et 25% de croissance cette année. On n'a pas les usines pour faire ces 20-25% de croissance de la demande. Donc des questions se posent, qui je sers, qui je ne sers pas. Et les usines sont plutôt en Chine que dans nos pays États-Unis, occidentaux. Asie, oui, absolument. Et faire une usine, une fonderie ou une usine, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars. C'est 2000 employés extrêmement qualifiés. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, ça serait le bon moment pour en faire une, mais les conditions de marché d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et si ça s'effondre après, vous voyez, rappelons-nous les masques. Il y a un an, pénurie de masques, des panneaux partout, plus de gel, plus de masques, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent, il fallait en trouver. Maintenant, des masques, on en trouve sur le marché, on en trouve partout. Donc, ces phénomènes qui perturbent la supply chain font qu'il y a une pénurie. Et donc, il y a certains produits qui ne seront pas disponibles. Après, pour le Black Friday et Noël, les opérateurs doivent avoir des moyens de prédire la demande et de savoir ce qu'ils ont en stock ou capacité en approvisionnement, justement pour faire leurs arbitrages,
pour qu'il y ait quand même des cadeaux sous le sapin et qu'il y ait des choses à vendre sur le Black Friday. Donc il y aura, mais parce pas qu'il tout. faut faire plaisir aux enfants, mais il y a aussi l'urgence économique. Ce sont quand même des périodes importantes. Est-ce qu'il y a une inquiétude du côté des grandes enseignes ? Alors, il y a une inquiétude, oui, réelle, mais en même temps, ce qu'on observe, c'est que face à la pénurie, il y a une complète refonte de la réflexion sur la valeur des choses. Et on parlait d'inflation, en réalité, effectivement, il y a une augmentation des prix. Derrière l'augmentation des prix, dès lors qu'on a su capter la demande, on va être en capacité de préserver ses marges. Donc moi, j'observe quand même aujourd'hui sur le marché des acteurs qui vivent plus ou moins bien les choses parce que cependant, certes, on peut penser qu'on peut être dans une euphorie de croissance face à une demande forte qui malheureusement par le manque de matières premières, le manque même de logistique, parce que dans certains cas, on a de nouveau les machines ou les usines en Chine qui produisent, mais on a des routes maritimes qui sont complètement fermées ou dans certains cas saturées. Donc on va bien avoir une pénurie, non pas strictement de produits qui ne sont plus produits, mais de produits qui ne sont pas livrés. Mais cependant, dès lors que les entreprises ont fait le bon travail en matière de gestion de stock et en matière ensuite de tarification, on peut penser que beaucoup vont en fait sortir de cette période avec peut-être moins de ventes. C'est quand même pas le meilleur moment pour travailler sur les marges en période de Black Friday, non ? Alors, Ça dépend. Alors oui, mais le Black Friday, c'est à la fois, par histoire, un grand mouvement de déstockage, mais c'est aussi devenu un événement commercial pour avoir des produits d'appel. Donc il y a différentes stratégies. Il y a des marques qui ne font pas le Black Friday parce qu'elles veulent garder le pouvoir du prix et une certaine image de marque et pas créer un réflexe chez les consommateurs. Il y a des marques qui en profitent parce qu'elles veulent déstocker. Il y a des marques qui en profitent pour attirer du trafic, pour garder ce trafic, pour garder de l'information et ensuite utiliser ces datas. Donc il y a beaucoup de stratégies qui se croisent avec la pénurie des situations de marché. Alors c'est là où on peut intervenir la technologie en secours et notamment la gestion des données avec de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les datas. Quelles sont les prévisions aujourd'hui qui sont faites sur ces périodes Black Friday et Noël ? Alors, les prévisions. En tout cas, ce qui est sûr, si on parle de technologie, et je sais que Célestin en parlera mieux que moi sur le cœur de son activité, qui est l'intelligence artificielle notamment, mais chose qu'on fait aussi de notre côté chez Anaplan. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, et ça fait déjà maintenant un peu plus d'un an que le phénomène s'amplifie, on a bon nombre d'entreprises qui essayent de se moderniser dans une logique de meilleure collecte de la data et avec une logique de meilleure transversalité. Je m'explique. Bon nombre de sociétés aujourd'hui continuent de travailler en silo et donc d'avoir effectivement un certain nombre de systèmes d'information qui se connectent, mais de manière pas synchrone ou temps réel. Bon. Pour être plus rapide et plus agile en termes de prise de décision, il faut impérativement que cette information soit collectée en temps réel, partagée, pour qu'on passe moins de temps sur effectivement cette collecte et plus de temps sur l'analyse. Mais tout connecté, c'est pas forcément pertinent. Est-ce que tous les indicateurs sont bons pour prendre une décision ? Alors moi j'ai plutôt un avis qui consiste à dire plus on connecte, mieux on se porte. En tout cas, plus on capte de l'information, mieux on se porte. Après, la vraie question, effectivement, c'est de savoir, sur cette masse d'informations, comment on a été capable de la nettoyer, de pouvoir effectivement savoir laquelle est pertinente, laquelle l'est moins. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises stratégiquement ont plus tendance à vouloir capter cette information et essayer de comprendre quoi en faire, que de se dire on n'a peut-être pas besoin de tout ça, je pense. Donc on est encore dans la phase où il est nécessaire de brancher nos systèmes d'information et de récupérer de la data. Alors, il est nécessaire en fait d'exploiter déjà la data disponible. On voit trop de sociétés qui disent « Attendez, il faut qu'on fasse un data lake, il faut qu'on nettoie nos données, etc. » C'est des compétences et des technologies particulières qu'on maîtrise et je pense qu'il est plus important d'être agile et d'agir que d'attendre une situation parfaite qui ne sera jamais le cas. Ce que le Covid a... On ne risque pas de prendre de mauvaises décisions si on va trop vite ? Eh bien, écoutez... Parce que là, sur ces périodes, c'est quand même très important de ne pas se tromper sur ces prévisions de vente. Oui. Mais en fait, les prévisions de vente, c'est des prévisions de demande qu'il faut faire avant de faire des prévisions de vente. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez vos historiques de vente, vous allez voir que les produits que vous avez vendus, parce qu'ils étaient disponibles. Donc vous ne connaissez pas les produits que vous auriez vendus s'ils avaient été disponibles. Ah oui. C'est une question assez fondamentale, aggravée et mise en avant par la pénurie. Donc en étant capable de prédire la demande, vous allez pouvoir mieux dimensionner vos stocks, vos positionnements, vos magasins, etc. et donc optimiser votre chiffre d'affaires global. Et ça change tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut révéler ? Il faut révéler
Il faut sonder avec de la data et de l'IA vos réseaux, vos canaux de vente, vos types de clients, vos modèles de distribution, vos produits, vos services, et être capable d'identifier quel opérateur, quelle combinaison est toujours fiable, ne se trompe jamais. Dans la distribution de boissons, typiquement, c'est difficile de dire quelle va être la consommation de bière ou de champagne pour Noël. En revanche, si vous avez des outils d'IA, vous allez être capable de dire qu'un tel café ou tel restaurant ne se trompe pas sur le café, ou se trompe pas sur le champagne, ou se trompe pas sur le vin. Et donc, en les identifiant, en créant des cohortes, vous allez pouvoir propager ces comportements et ces estimations sur l'ensemble. Et là, vous ferez une véritable estimation de la variation de marché, de la demande, et donc vous pourrez rater le moins possible de ventes. Et c'est ça qui change le jeu. Et pour ça, il faut le faire. Et aucune société, ou très peu de sociétés aujourd'hui, sait qui est fiable quand il passe une commande, quel client est fiable quand il passe une commande. Donc nous, on change le jeu là-dessus. Donc il faut le faire, alors, il faut lancer plutôt que d'attendre. Si on fait des bonnes prédictions en termes de demande, on va prévoir un certain volume de stock, mais est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à une difficulté d'approvisionnement ? Alors ça, et d'avoir un décalage trop important finalement entre les prévisions et la réalité. C'est là où, justement il y a une discipline qui a beaucoup évolué qui s'appelle le revenu management, c'est faire l'adéquation entre vos emplois et vos ressources. Comment l'offre et la demande se rencontrent de façon très fine et pilotée dans le temps, et piloter cela. Et l'IA permet de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez une prévision de la demande fiable et plus puissante que ce que vous avez aujourd'hui, moins linéaire, moins macroscopique que ce que vous avez aujourd'hui, vous pourrez prendre les bonnes décisions d'arbitrage. C'est-à-dire, Apple l'a fait d'ailleurs. Apple a dit, j'arrête de faire des iPads pour optimiser ma production, pour allouer mes stocks de microprocesseurs sur les téléphones. 13, mais c'est valable pour n'importe quel opérateur qui a des problèmes d'approvisionnement. Mais déjà, avoir un plan, quels sont mes clients, qu'est-ce qu'ils demandent, quelle stratégie? Est-ce que je valorise mes clients fidèles, mes clients rentables? Est-ce que je valorise ce lancement de produit qui est clé pour ce client qui sera un gros client demain? Déjà, faire rendre visibles ces informations avec des modèles prédictifs, reproductifs, ça change le jeu. Et ensuite, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Mais... Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'effectivement, l'IA est véritablement, la brique supplémentaire qui vient aujourd'hui de plus en plus se rajouter aux entreprises et leur permettre de faire ce qui est décrit. Cependant, je trouve qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont ne serait-ce que déjà la difficulté que de permettre aux gens qui sont responsables des ventes, aux gens qui sont responsables éventuellement de toute la partie logistique demande, de travailler ensemble. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui sont capables justement donc de recorriger le tir de manière très rapide, en l'espace de jours ou de semaines, là où avant, c'était des mois. Et tout notre enjeu, et tout le travail que nous faisons chez Anaplan, c'est effectivement de permettre aux gens, certes, d'avoir une solution, mais finalement, aujourd'hui, ce qu'on essaye aussi de travailler avec eux, c'est sur leur capacité à faire mieux collaborer les gens entre eux. Et faire que, avant de parler d'intelligence artificielle, il y a déjà ne serait-ce que de l'intelligence de partage et de collaboration interne à l'entreprise. Ouais, c'est peut-être par le logiciel qui connecte des données de divers métiers que les métiers vont pouvoir travailler ensemble. Mais ça passe exactement parce qu'il vient d'être décrit. Et c'est les entreprises les plus collaboratives qui vont être capables d'être les plus réactives. Et alors là, cet environnement de contraintes et d'approvisionnement compliqué, on risque de le vivre pendant combien de temps encore, selon vous, vous qui avez des outils de prédiction? Alors nous, on n'est pas cartomanciens, on sait prédire, donc trouvez-moi des gens qui ne se trompent pas et je serai capable de vous donner cette prédiction. Là, j'en suis incapable. Ce qu'on sait, c'est que 2022 va encore être impacté sur les sujets des microprocesseurs. Donc ça veut dire à Noël, on sera encore dans cette même problématique? Oui. Mais après, le Noël de l'année prochaine, vous n'aurez pas la PlayStation 5, vous l'aurez pas à Noël. Ou alors, il faut l'acheter sur le marché noir et au double ou triple du prix. Et ça ne changera pas. Donc, ce qui est compliqué pour les e-commerçants, parce que ça veut dire des sources de revenus moindres. Ça dépend de dans un moment où il faut qu'ils investissent davantage justement sur la technologie et le numérique. Ça se fait facilement, ça? En fait, ça dépend de l'arbitrage. Je suis assez d'accord avec ça. Typiquement, je prends un exemple récent. On m'avait pas mal questionné sur le monde du jouet, puisque effectivement Black Friday, ok, mais Noël, c'est effectivement les jouets. Et en fait, ce que je comprenais dans les discussions que j'avais avec certains fournisseurs, c'est qu'ils privilégiaient notamment de ne plus fabriquer ou en tout cas commander de jouets de taille importante avec éventuellement un faible revenu, d'accord, pour pouvoir effectivement
optimiser dans la chaîne d'approvisionnement le stockage de produits qui, en termes de taille, allait permettre de faire plus de revenus et de marge. Et en fait, pour revenir à la question de Noël, je pense qu'il va falloir faire le choix. Effectivement, tout ne sera pas disponible, mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'assez naturellement, les fabricants, il y a déjà longtemps, mais surtout les distributeurs, ont déjà essayé de comprendre dans les trends des produits à vendre, lesquels seront les plus vendus et les plus disponibles. Et tout ça est réfléchi sur notamment la chaîne d'approvisionnement. Le risque, sinon, c'est de mécontenter son client, c'est-à-dire de lui promettre un produit qu'on n'est pas capable de lui livrer. Ça, ce serait peut-être la pire des catastrophes, non ? Oui. Mais alors, ce qui est en vente, en tout cas pour le jour de Noël, est soit disponible, soit approvisionnable. C'est-à-dire que les arbitrages ont été faits avant. Les arbitrages ont été faits là, mois d'août, mois de septembre, pour ne pas rater ces éléments-là. Donc, ce qui sera en promotion, ce qui sera vendu, sera disponible. On a des systèmes d'information qui sont capables de nous prévenir si le produit ne pourra pas être livré à temps pour Noël. Ça dépend des sociétés, mais oui. Mais il y a eu un impact. Vous parliez des coûts de transport qui ont explosé. En effet, x7, x10 le container qui vient de Chine. Donc, forcément, au lieu de mettre un gros jouet volumineux comme ça à faible marge, on va mettre plein de petits jouets à plus forte marge. Donc c'est là aussi aux décisions marketing, on va mettre en avant ce qui est disponible, ce qui est à marge et ce qui va satisfaire les clients. Mais l'avantage... On risque de voir d'ailleurs les frais de transport augmenter. C'est déjà le cas. Oui. Ouais. La pénurie, c'est aussi sur les capacités de transport. C'est aussi les transporteurs routiers. Il y a une pénurie de transporteurs routiers. Donc la pénurie, elle est partout, mais l'économie s'adapte de façon assez intelligente. Après, c'est un appel d'air pour ces outils d'IA, de prédiction, de planification et d'approche collaborative. C'est ça qui permettra de faire émerger des vainqueurs et d'autres. Alors vous disiez qu'il fallait... Allez-y, pardon. Non, j'allais rajouter qu'on vit une époque assez intéressante de ce point de vue. C'est que finalement, oui, les prix vont peut-être augmenter. Enfin, ils ont déjà commencé à augmenter, ils vont augmenter. Mais en même temps, on est en train de rebattre complètement les cartes au niveau de la logistique des acteurs locaux, régionaux, qui eux avant étaient peut-être dans une logique où ils pouvaient être écrasés par certaines grandes enseignes logistiques qui prenaient le pas sur les grands marchés, que ce soit avec un Amazon ou autre. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là vont pouvoir de nouveau revenir au devant de la scène. Ouais. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir comment les entreprises, fort de cette expérience, certes un peu unique, mais dont on pense qu'elle peut se reproduire quand même encore pendant les années qui viennent, comment elles vont pouvoir finalement replanifier mais leur stratégie et peut-être même leur partenariat. Alors là, j'ai du mal à vous suivre parce que dans un contexte de contraintes, de risques, c'est plutôt les gros groupes qui s'en sortent le mieux en général et les moins solides qui payent les pots cassés. Donc, en quoi cette période est une opportunité pour les plus petits acteurs ? Alors, en fait, il y a un mouvement assez massif qui s'est passé et grâce au Covid. Alors, je ne dis pas que le Covid est quelque chose de bien, mais c'est un accélérateur de disruption, justement, et notamment tout ce qui est petit commerce, artisanat, retail, petites chaînes, petites et moyennes entreprises ou industries se sont fortement digitalisées. Donc, on développé des systèmes de réservation, de ticketing, de vente, on développé des CRM, des choses comme ça. Et il y a maintenant quelques marketplaces qui émergent, extrêmement puissantes, qui leur donnent les mêmes outils qu'Amazon. Mais pas la même puissance marketing. Non, alors peut-être pas. En revanche, vous savez, les réalités sont fragmentées. C'est-à-dire que ce qui les intéresse chacun, c'est d'avoir ce qu'on appelle leur océan bleu. Leur endroit, leur niche de marché, leur espace de marché. On parle de vrai retail, on parle de gens qui sont dans la rue. Ils ont peut-être une boutique web, mais ils sont dans la rue. Donc, ils ont leur jaune de chalandise, ils ont tout cela. Et eux vont pouvoir définir leur océan bleu. Qui sont mes clients? Quels produits je leur vends? Quelle est la marge maximisée que je peux faire pour satisfaire tout le monde? Qu'est-ce que je ne dois pas vendre? Donc, c'est plein de questions auxquelles on répond et qui permettent justement de faire émerger ça. Et il ne faut pas oublier, il y a une polarité qui est en train de se rééquilibrer entre les grands donneurs, Amazon, etc., bien sûr, qui, eux, vendent à des particuliers, et le retail, la distribution, qui, elle, est vraiment en train d'émerger, une nouvelle force. Enfin, le monde est vraiment en train de changer, c'est-à-dire que Je vous sens très optimiste, hein, oui. Oui. Alors, ou du moins excité. Excité, c'est sûr, oui. Mais on parle de local, la globalisation qu'on a connue, cette époque-là, et en tout cas pour un certain temps potentiellement révolue. On parle de meilleure localisation. Alors bien sûr, reconstruire des usines, c'est long, mais à défaut de reconstruire des usines, on voit bien certains acteurs avoir cette agilité et cette capacité de trouver leur secteur de marché
Là où les grands peuvent être beaucoup moins rapides, finalement, malgré leur force de frappe. Et nous, on note une chose chez Anaplan, c'est que bon nombre d'entreprises qui ont besoin de se digitaliser, en fait, parmi les petites ou moyennes, beaucoup ont déjà pris de l'avance. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir lesquelles parmi celles-là seront les grandes de demain. Parce que finalement, dans cette période de crise, c'est ce qu'on va pouvoir noter. Les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de demain. Je ne veux pas faire l'oiseau noir, mais enfin, s'il y a peu de produits disponibles et qui sont particulièrement demandés, c'est plutôt les grands acteurs qui vont capter ces produits et être capables de délivrer les commandes. Oui, mais... Ou à moins qu'on invente des scénarios différents chez les commerçants de moindre taille pour trouver des parades. Mais... L'idée, c'est alors, il y a des produits qui ne seront pas disponibles, mais ces produits-là ne seront pas mis en vente. Donc ça ne créera pas de frustration, à part pour la PlayStation 5 dont on parlait, ou des produits très particuliers. Là, un opérateur ou un distributeur, il peut s'en procurer, s'il y arrive, il peut s'en procurer, à ce moment-là, l'utiliser comme produit d'appel. Vous voyez, prenez la PS5 et puis je vous vends une voiture ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, c'est un exemple. Donc en fait, il faut jouer avec cette pénurie pour proposer des choses différentes. Des choses qui sont disponibles et exploiter ce qu'on appelle la longue traîne. Vous savez, on est toujours sur le Pareto, le 80-20. Il y a 20% des produits qui intéressent 80% des clients, mais il reste 80% des produits qui ne sont pas forcément mis en avant. Et l'Internet, la data, ça sert à ça justement. Ça sert à mettre en place, à organiser une rencontre entre offre et demande sur des choses qui sont disponibles, qui n'ont peut-être pas une taille de marché énorme, mais qui vont pouvoir satisfaire les gens. C'est-à-dire qu'on aura peut-être des sapins de Noël un peu plus différents de ceux des années précédentes. C'est une bonne question. Je pense, mais il y a aussi une autre tendance qui est il y a la consommation, mais il y a aussi tout ce qui est développement durable, changement de mode de société, le Green Friday, comme on l'appelle. Donc oui, je pense qu'il y aura les goûts se complexifient et se fragmentent de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. Et on n'a pas parlé du marché de l'occasion, mais ce qui est certain, c'est que, ou de la seconde main, mais ce qui est certain, c'est qu'à Noël, sous le sapin, il risque d'y avoir aussi un nombre de produits qui, en réalité, et ça peut être très green aussi, vont être de la seconde main. Ouais, c'est peut-être effectivement un bel appel d'air, une bonne nouvelle pour toute la filière. Merci beaucoup à donc Thomas Isnard, fondateur et dirigeant d'Apollo Plus, et Brice Faure, directeur général d'Anaplan, de nous avoir éclairé sur ce contexte de forte demande, mais aussi de pénurie mondiale. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech pour parler avec notre coach start-up du Customer Success. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission où on parle de l'innovation et de la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie, vous allez voir, on va découvrir des robots et des intelligences artificielles qui s'invitent dans les lieux de culte et les pratiques religieuses. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le coach start-up, en l'occurrence David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez m'aider, moi tout particulièrement, à découvrir ce que recouvre le terme Customer Success, mais vous allez aussi aider les startups à exceller en la matière. Avec plaisir. J'avais envie de commencer en fait par quelques devinettes. Est-ce que LTV, Lifetime Value, ça évoque quelque chose ? Alors, pour moi, c'est une histoire de valeur sur le temps, mais... Exactement. Bon. En fait, c'est la valeur client dans le temps. C'est l'ensemble des profits qu'on va générer avec un client dans le temps. C'est particulièrement important parce que parfois, on résume un client à la valeur qu'il va donner le premier mois. Et l'investissement marketing qu'on va faire, on va essayer de le corréler en fait à ce premier mois. Alors que si ça se trouve, le client va rester en fait des années client de la même plateforme et donc va dépenser beaucoup plus d'argent. Et il serait dommage de ne pas investir plus pour aller chercher plus de clients compte tenu de cette valeur. Donc la LTV, la Lifetime Value, c'est effectivement l'ensemble des profits qu'on va générer dans le temps avec un client donné. D'accord. Seconde devinette, qu'est-ce que le churn ? Alors c'est le roulement, le nombre de clients qu'on gagne et qu'on perd. Exactement, c'est la perte de clients en fait sur une période donnée. Et pourquoi je parle de ça ? C'est un terme que vous m'aviez appris il y a très longtemps d'ailleurs. C'est effectivement une notion. Internet, C'est une notion importante. Alors malheureusement à chaque fois ce sont des anglicismes et je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on en parle dans notre secteur. Donc la meilleure manière de développer la lifetime value, c'est aussi simple que d'éviter d'en perdre.
Eh oui. Et c'est pour ça que le Customer Success, c'est important. Et qu'on le confond souvent, le Customer Success, avec du support client, du service client, de la satisfaction client. Bien sûr, tout est lié. Donc, Customer Success, c'est quoi? C'est pas de la satisfaction client? Alors non, l'objectif, c'est effectivement de rendre les clients satisfaits, mais la satisfaction client, c'est la mesure, justement, en fait, de où en sont les clients par rapport à un produit. Oui. Le Customer Success, c'est né il y a quelques années avec une vraie logique qui est de dire que finalement, un produit, eh ben, tout le monde ne sait pas s'en servir par défaut. Et donc, des gens achètent un produit, mais il va falloir passer du temps pour les former, pour qu'ils comprennent justement en fait, combien ça peut leur servir au quotidien, s'assurer qu'ils l'utilisent dans le temps, parce que sinon, en fait, on va perdre des clients. Et donc, le Customer Success, c'est tout un investissement qui est un peu plus récent, en tout cas dans les startups, dans les entreprises, et qui vise vraiment à développer justement cette valeur client. Donc, le Customer Success, c'est le meilleur ami du client. Et il ne faut surtout pas confondre Customer Success et support client ou service client, parce que le support client ou le service client, en fait, on est en réaction. C'est-à-dire que quand il y a un problème, le client vous appelle et là, on répond à son problème. Et on va essayer de faire tout pour résoudre son problème, voire de faire évoluer le produit pour que toujours le produit serve mieux les clients. Le Customer Success, en revanche, là, on va vraiment mesurer, on va être dans l'action, dans la proaction. On va appeler le client pour le former. On va régulièrement voir s'il se connecte. S'il ne se connecte pas, on va le rappeler pour lui demander ce qui se passe, pour être sûr qu'il mesure vraiment le retour sur son investissement. Parce qu'au moment, justement, en fait, où il va renouveler son contrat, ce serait dommage qu'il parte pour de mauvaises raisons. Et donc, il y a une méthode, là aussi, magique, David Bitton, pour réussir son Customer Success. Oui, en fait, c'est des choses assez simples, mais ça fait du bien, en fait, de le rappeler. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. L'onboarding, c'est une phase clé dans le Customer Success parce qu'on va accueillir le client et on va prendre le temps de l'appeler. C'est un terme que j'avais entendu, moi, dans le recrutement. Mais donc, vous dites que c'est la même chose avec un client. Ah ben, complètement. En fait, un recrutement réussi, c'est effectivement un collaborateur qu'on accueille dans l'entreprise et à qui on va faire découvrir l'entreprise, les outils de l'entreprise. Oui. Je pense que ça nous arrive à tous d'arriver dans une entreprise où on est accueilli avec un ordinateur. Parfois, il n'y a pas d'ordinateur, on n'a pas le téléphone. Souvent. Et puis, il faut qu'on fasse sa propre découverte. Oui. Eh bien, on est beaucoup plus puissant et efficace quand on accueille le collaborateur, qu'on passe un peu de temps à le former, à lui faire rencontrer en fait l'ensemble de l'organisation, lui faire comprendre les rituels de gouvernance. Comme ça, après, il s'est manœuvré dans l'entreprise. C'est exactement la même chose avec le client. Ça, c'est le début de l'onboarding. Donc, onboarding, OK. Ensuite, c'est vraiment travailler l'usage. Et là, ce qu'on met en place, ce sont des outils qui vont permettre de mesurer si les clients se servent ou pas en fait, du produit qu'on lui met à disposition. Est-ce qu'ils se connectent? Combien de temps ils passent dessus? Est-ce qu'il envoie en fait, des messages à travers si l'outil sert à ça, etc. Donc, c'est de vraiment qualifier le mieux possible l'usage vers lequel nous, on aimerait que le client en fait, aspire ou adhère en tout cas à l'usage du produit qu'on a imaginé. Et ça peut pas risquer d'être un peu intrusif comme démarche? Alors, l'objectif, en fait, c'est d'être le moins intrusif possible, mais c'est quand même effectivement de s'assurer que le client se serve du produit pour ensuite le rappeler régulièrement et donc lui expliquer le bénéfice et surtout en fait, lui apporter. S'il a fait l'achat de ce produit, c'est qu'a priori, il y avait vraiment un besoin. Oui. Ce qui serait dommage, en tout cas, c'est que parce que l'usage du produit n'est pas évident, n'est pas trivial, eh ben, en fait, il n'en est pas pour son argent, alors qu'en fait, c'est peut-être le cas. Exact. Voilà, donc c'est le Customer Success. Et donc, ça permet vraiment de développer la valeur des clients. Et quand on met en place du Customer Success, on va vraiment avoir des répercussions sur le churn. Et parce qu'on va réduire le churn, alors la lifetime value va augmenter. Et donc, on va augmenter la capacité de l'entreprise à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Mais alors, puisque vous m'avez dit, et convaincu d'ailleurs, que ça n'avait rien à voir avec la satisfaction client, c'est donc pas les mêmes équipes qui doivent s'en occuper? Ce ne sont vraiment pas les mêmes équipes. Mais alors, qui doit s'en occuper? Ce sont des équipes dédiées. Les commerciaux? Ah non, surtout pas. Alors justement, effectivement, c'est un bon point. Ce ne sont pas les commerciaux. Les commerciaux, ils sont en charge d'expliquer le produit, d'expliquer la promesse en tout cas du produit, de s'assurer qu'il y a un vrai besoin client et donc de s'assurer que le produit est en adhésion avec le besoin du client. Une fois qu'on a fait rentrer le client dans l'entreprise, là, c'est justement le Customer Success qui va prendre le relais. Et son objectif à lui, c'est vraiment en fait d'être l'ami du client dans l'entreprise pour effectivement lui faire Donc c'est plutôt les équipes marketing qu'on va l'installer? Non, ce sont vraiment des équipes à part. Des équipes dédiées? Oui, mais en fait la question que vous posez est bonne parce que souvent on se pose la question de savoir où on va mettre. Donc on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle des CXO maintenant, qui sont des Customer Experience Officers, donc des responsables de l'expérience client. Oui. Et dedans, on va avoir à la fois le Customer Success et le support client, qui sont deux équipes, j'insiste, qui sont vraiment différentes et qu'il faut staffer
correctement toutes les deux, parce que sinon, on va demander à une équipe qui répond par exemple à du support client de trouver du temps pour aller en fait s'occuper, d'être proactif avec le client. Et s'il y a beaucoup de problèmes, eh ben, on va plutôt focaliser sur les problèmes plutôt que d'essayer de développer l'usage. En fait. Et oui, toute la différence entre l'urgent et l'important. Exactement. Merci beaucoup. Merci David Bitton, notre coach start-up qui est par ailleurs associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech et demain, des IA et des robots religieux. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors c'est pas vraiment une innovation que vous allez nous présenter, mais plusieurs qui sont centrées sur le thème de la religion. Oui, je me suis posé la question, l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser les pratiques religieuses? Alors pourquoi je me suis posé cette question? Parce que j'ai réalisé qu'il existait déjà des robots humanoïdes, des technologies d'intelligence artificielle présentes au cœur même de la pratique de ces religions. Premier exemple, direction Kyoto, au Japon. Là-bas, dans un temple bouddhiste vieux de 400 ans, il y a Mindar. C'est un robot humanoïde qui est censé ressembler à la déesse de la miséricorde qui s'appelle Kannon. Et ce sont les moines eux-mêmes en fait, qui ont voulu remplacer le Bouddha, normalement immobile et assis à cet emplacement, par cette technologie qui a quand même coûté 1 million d'euros. Et pour preuve, elle est quand même assez impressionnante. On peut le voir sur... D'abord, il y a du silicone sur le visage, sur le buste et sur les mains, donc pour vraiment lui donner un côté humain, pour créer de la proximité. Et puis en plus, il y a des caméras qui permettent de suivre comme ça du regard les fidèles pour s'adresser à eux. Et toute la journée, ce robot Mindar prie et la traduction en chinois et en anglais des prières sont affichées autour d'elle dans la salle. C'est hyper interactif en fait. Ah oui, hyper impressionnant. Alors, autre exemple, oui. J'enchaîne, cette fois direction la Pologne. C'est une autre religion, la religion catholique, qui est là-bas la plus répandue. Un ingénieur a eu l'idée de créer un robot au moment de la pandémie, en fait, quand il n'y avait plus le même accès aux lieux de culte. Il a donc programmé une statuette qui s'appelle Santo, un robot au visage de pierre qui ressemble à une statuette de saint. Et là encore, ce sont des milliers de lignes de code qui ont été traduites et qui recomposent 2000 ans d'histoire religieuse, traduisant ligne par ligne les textes saints. Et alors là, quelles sont les actions qui ont été programmées pour cette statuette? Cette fois, il y a une interaction, contrairement au robot précédent. On peut poser une question à Santo, celle qu'on veut. Est-ce qu'il existe un paradis, par exemple? Et Santo répond avec des versets de la Bible. Donc là, il y a un gros travail technologique pour répondre le plus à propos possible, choisir au milieu de toutes ces pages et ces pages de textes saints pour donner la réponse la plus à propos. Évidemment, on parle de machine learning ici. Un dernier exemple. Un dernier exemple. Cette fois, il nous vient du jeune modèle américaine. Et quand elle n'est pas sur les podiums, eh bien, elle est étudiante à l'université de Cornell, l'université d'informatique. Elle a développé Robot Rabi. C'est une application seulement, cette fois, qui fonctionne grâce à des algorithmes, évidemment. Et donc, le but, c'est d'accompagner, de redémocratiser et de remettre dans le quotidien des fidèles la religion juive. Donc, Robot Rabi, il utilise, par exemple, l'anniversaire d'une personne pour prodiguer des conseils en fonction des textes de la Torah et, par exemple, en fonction des périodes sacrées, comme les 10 jours de repentance, il va envoyer des défis par SMS pour être une meilleure personne tous les jours. C'est l'objectif, en tout cas, de cette jeune créatrice. Eh bien, merci beaucoup. On pourrait discuter de l'unanimité ou non au sein il y a beaucoup des de différentes questions, religieuses avec l'arrivée de ces technologies, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et vous parle de cette nouvelle société numérique. On se retrouve dès demain, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.